Et voir les vidéos d'Aurel qui fait beaucoup de live. Ah l'enfoiré! Ah l'enfoiré! I'm Batman. Don't look like I give a damn. With great power comes great responsibility. Again? Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau 3 films pour découvrir, et aujourd'hui on va parler de Jeff Goldblum, et pour parler de Jeff Goldblum, quoi de mieux que d'inviter celui qui se définit lui-même dans sa biographie comme le fils spirituel de Jeff Goldblum, j'ai nommé le grand, le seul, l'unique, le beau, le talentueux, Aurel Sweg. Comment est-ce que tu vas, mon petit Aurel? Eh bien, bonsoir, bonjour, ça va très bien, toi? Bah écoute, ouais, ça va, nickel, nickel. Je suis très très content de te recevoir. On a mis un petit peu de temps quand même. On a mis beaucoup de temps. Je crois que tu m'avais contacté en janvier dernier, et début 2022, et là, là, on est là en avril, fin d'avril. Même pas 1er mai. Donc, on est le 1er mai. On est 1er mai, donc aujourd'hui, la fête du travail, et ouais, on est là en train de bosser. Voilà, c'est ça. Franchement, le mec qui m'appelle, j'étais en train de dormir, voilà. Et... Aucun respect pour la vie privée. Aucun respect, mais c'est pas grave. Hashtag entrepreneur. Hashtag entrepreneur. Morgane comprendra. Donc, ouais, je suis très très content de te recevoir pour parler de Jeff Goldblum, un acteur, un immense acteur, un immense acteur qu'on a beaucoup vu dans des seconds rôles, mais pas que. Et on va y revenir un petit peu. C'est un acteur que je pense que peut-être on le connaît pour certains grands rôles ou certains grands films qu'il a fait, certains grands films qui vont sortir aussi très prochainement. Mais il y a d'autres films auxquels il a participé qui sont intéressants, qui sont juste tout simplement beaux, qui sont des beaux films à voir. Donc, premièrement, voilà. Oui. Ton rapport avec Jeff Goldblum, comment, pourquoi, dis-nous tout, et d'où te vient voilà, cette passion pour Jeff Goldblum, si on peut dire ainsi. Eh ben, il faudrait peut-être déjà qu'il vérifie son test de paternité, parce que je suis peut-être vraiment son fils d'ailleurs, ça c'est possible. Ça je sais pas, c'est à voir. Non, en vrai, Jeff Goldblum, c'est Jurassic Park. En vrai, moi c'est le premier film que j'ai vu quand j'étais petit, et je l'ai vu, j'avais 4 ans. Au début, en fait, c'était un personnage que je trouvais un peu rigolo dans Jurassic Park. C'était un peu le mec qui sortait un peu des vannes, qui... Je trouvais intéressant, mais genre, vraiment, ça m'intéressait pas plus. Et après, plus j'ai commencé à grandir, plus j'ai commencé à revoir Jurassic Park, à m'intéresser beaucoup plus au scénario, à la mise en scène, au personnage. Je me suis dit, ce personnage-là, il est vraiment intéressant. Après, j'ai vu Le Monde Perdu, où là, en plus, il est vraiment le personnage principal du film. Donc là, c'est vraiment le Goldblum Show, hein, clairement. Le Monde Perdu, c'est vraiment le Goldblum Show. Je crois même que c'est peut-être un des seuls films avec celui qu'on a dans la sélection, où vraiment il est acteur principal. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un acteur qui est beaucoup dans les seconds rôles. Il a une tête qui est connue, en fait, il a un capital sympathique énorme. C'est un peu comme Nicolas Cage. Vraiment, c'est devenu un peu le phénomène Internet. Enfin, on tape Jeff Goldblum sur Internet, on trouve des mèmes, on trouve des mugs. J'ai oublié de ramener j'ai un oreiller, Jeff Goldblum. Voilà, c'est n'importe quoi. Je le ramènerai peut-être tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment devenu un phénomène Internet, et je pense que c'est un peu Jurassic Park qui a lancé ça. Je pense, en tout cas, parce qu'avec son personnage un peu excentrique, et c'est vrai que lui, Goldblum, je l'ai jamais vu, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de films où il a été très sérieux. En fait, c'est toujours un personnage qui est très excentrique quand même, qui est souvent un peu en marge, qui fait un peu ses trucs un peu tout seul, et justement, les autres gravitent un peu autour de lui. Enfin, j'ai jamais vu, par exemple, jouer dans vraiment un truc où il un peu à contre-emploi, tu vois. Même chez Wes Anderson, quand il le fait jouer, c'est toujours quand même un personnage qui est un peu à la marge. De toute façon, comme tous les personnages de Wes Anderson, mais ça, on en reparlera
par la suite. Ça roule. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué, enfin une Ouais. réplique. Une réplique, c'est, et j'adorais quand il dit je suis constamment à la recherche de la future ex-Madame Malcolm. Il y a ça. Bah, en fait, c'est ça, dans Jurassic Park, t'as... Toutes ces phrases, en vrai, sont cultes. Vraiment, toutes ces phrases, je pourrais les mettre sur mon épitaphe. N'importe quelle phrase, ça marche, toi. Le putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Le Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. n'oublie Ah pas oui. de laver les mains avant de manger. Enfin, c'est vraiment un gros tas de merde. Enfin, vraiment, toutes ces phrases, que ce soit en français ou en anglais, Ça commence toujours reste. par des ah, oh, et Ah après oui. ça finit par des. Dieu merci, nous sommes à la merci des ingénieurs. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Vraiment, toutes ces phrases. En tout cas, dans Jurassic Park, c'est vrai que c'est un personnage qui est très, Ah, très, c'est très bien écrit. punchline sur punchline. Ouais, c'est vrai. Après, dans ses autres films, il a quand même des autres phrases, mais c'est plus, on va dire, des situations que je trouve qui sont très remarquables dans sa filmographie que des phrases. Donc le premier film que tu as vu, toi, avec Jeff Goldblum, ce serait Jurassic Park. Ouais, c'est Jurassic Park, ouais. Bah D'accord. ouais, quand il est en VHS, comme plein de gens. Ou parce que bah non, j'étais trop jeune pour le voir en salle. 4 ans, c'est un peu jeune pour voir Jurassic Park. C'est un peu juste, ouais. C'était un peu just, mais non, ouais, c'est le premier film que j'ai vu et voilà, ouais. Moi, le premier film que j'ai vu de lui, c'est le film dont on va parler tout à l'heure. C'était Ok. avec la mouche. C'était avec la... Ok. Moi, c'était avec la Ah mouche. oui, Le premier oui. film que j'ai vu vraiment avec Jeff Goldblum, c'était La Mouche. On va y revenir tout à l'heure. Mhm. Et vraiment, alors j'avais bien aimé dans Jurassic Park, mais c'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Là où je l'ai vraiment plus le plus kiffé, je sais pas pourquoi, c'était dans Independence Day, tu vois. Et Dans Independence ouais, Day, je tu l'avais vu avant ou après Jurassic Park? l'ai vu après Jurassic Park. Ok. Et c'est là que vraiment j'ai vraiment, enfin, parce que dans Jurassic Park, je le trouvais bien, excellent, il y a pas de problème. Mais là où vraiment il a un rôle qui prend peut-être un petit peu plus de place, parce qu'il a vraiment la tête d'affiche avec Will Smith. Oui. Et il a un côté un petit peu, en fait, toujours pareil, un petit peu, toi, c'est le scientifique hyper sérieux, mais qui fait quand même des vannes et tout. Et je sais pas, il y avait quelque chose, moi, que je trouvais, que je trouvais hyper attachant. Son rôle dans Independence Day, je le trouvais beaucoup plus attachant que ce qui pouvait être, tu sais, dans Jurassic Park, c'est le mec un peu froid, un peu hautain, un peu. Ouais. Le mec qui se la pète un peu, quoi. Ouais, Mais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. même si j'aimais beaucoup, tu vois, mais c'est vraiment dans Independence Day que je me suis dit, il est vachement bien ce mec-là, tu vois. Alors, dans Independence Day, en fait, moi, je l'ai vu très tard, le film. Je l'ai vu pendant le premier confinement. Ouais, c'est ça, premier confinement. D'accord. Donc, vraiment, je l'ai vu il y a 2 ans, tu vois. Et Goldblum, je l'avais déjà, enfin, c'est un acteur que j'aimais déjà Ouais, beaucoup. Enfin, je le connaissais bien. Donc, en fait, de le voir dans Independence Day, pour moi, c'était un peu un complément de Jurassic Park. Parce que oui, c'est un peu le mec qui est encore plus cool. Il est plus cool que dans Jurassic Park, un peu dans Independence Day, quoique. Alors, s'il arrive quand même en vélo, quand même au bureau, quoi. Enfin, Ouais. ça, c'est stylé. Et oui, tu Ouais, non, partages c'est stylé. l'affiche avec Will Smith. Mais ouais, non, dans Independence Day, là, oui, il a quand même un rôle qui est très cool. Et on ne parlera pas de Résurgence, n'est-ce pas? De quoi? Du deuxième, de Coucou, c'est Je connais Biche. pas. Coucou, Mediavore. Non, j'arrive pas à le voir ce film-là, tu vois. C'est compliqué. C'est très Je l'ai en DVD, je l'ai. Et en fait, ce film, je me fais chier. Je le mets, je l'arrête au bout de 20 minutes. Voilà, j'arrête. Roland Emmerich, le problème, c'est que je crois que son dernier bon film, ça sera 2012. Hein. Et encore, je dis bon film, c'est. Ah ouais, C'est bon compliqué, film, t'es c'est sympa, parce que 2012. Je l'ai vu en 4 termes fois au de cinéma, pub, mais j'explose aussi. j'étais gamin, il y a prescription. J'étais petit, D'accord, j'adore. Voilà. En je 2009, respecte. ouais, j'avais quoi? J'avais 14 ans, donc j'étais en mode, waouh, le Vatican qui se détruit, c'est trop bien. Et Ah ouais, ouais. Donc, Ouais. Ok, bon, bah, c'est pas pour moi. ouais, C'est pas pour moi. mais Et d'ailleurs, non, après, ouais. Roland Emmerich, on fait une parenthèse, Moonfall. Vas-y. Moonfall. Est-ce que tu veux vraiment que je devienne vulgaire dans ta vidéo et que tu sois Non, laisse démonétisé et tomber, tout? Non, laisse tomber, non, on ça passe. va. Ok, bon. Moonfall, c'est une énorme merde, voilà. Non, c'est très chaud, Moonfall. C'est très, très chaud. Il n'y a rien qui va dans ce film. Et pourtant, au début, je me suis dit, je vais quand même y aller, voir, parce qu'en vrai, Roland Emmerich, je me dis, la lune qui s'écrase sur la Terre, c'est un scénario qui est rigolo. Mais non, juste non, en fait. Non, c'est pas possible. En fait, est-ce qu'on spoil ou est-ce qu'on, de toute façon, personne ne va voir le film?
Mais vraiment, bah, le truc que la Lune, tu sais, ce soit finalement une espèce de grosse base spatiale. Vas-y, non. Je me suis dit, film, tu m'as perdu et vas-y. Les scènes de destruction, il y en a 0 dans Moonfall. En vrai, t'en as pas. Il y en a plus dans Greenland. C'est tellement. C'est vrai. C'est vrai, il y en a plus dans Greenland. Et on pourrait refaire une autre parenthèse, mais franchement, si on veut vraiment voir un bon film où tout ça explose, il faut voir Ambulance de Michael Bay. Voilà, et ça, c'est un bon truc. Moi, j'ai pas pu le voir. Ah, j'ai pas pu le voir et il est plus en salle, moi. Il est déjà plus en salle, ouais, parce que je crois qu'il marche pas moi. trop, mais. Ah ouais, je suis dégoûté. En fait, j'ai loupé la sortie parce que pour différentes raisons. Et j'ai pas pu le voir, et là il est plus en salle, et du coup je vais être obligé d'attendre encore un petit peu. Va falloir attendre 3-4 mois sur T-Rexo. Ah bah non, il n'y a plus T-Rexo, c'est vrai. C'est fini, il n'y a plus. Non, mais d'ici peu, ça sera en SVOD. Là. Ah oui, bah oui. Ça, toi, ça, à la location, tu fais vivre le cinéma, c'est vrai. Toi, tu as raison, tu n'es pas comme. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, donc là, on va parler. Donc, on n'est pas là pour parler des mauvais films de Roland Emmerich ou des bons films de Michael Bay. On est là pour parler de Jeff Goldblum. C'est vrai. Donc, pour parler de Jeff Goldblum, on va parler de 3 films. Donc, on va parler de L'invasion des profanateurs. Voilà, de Philip Kaufman, ouais, avec Donald Sutherland. Exact. Qui est sorti en 78, ouais, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et qui est un remake d'un remake. Je crois qu'il y a eu plusieurs films des invasions des profanateurs. Il y en a eu L'invasion des profanateurs, en 56. 55, ouais, 55-56, ouais. Et après, il y a eu celui-là qui est sorti en 78. Après, il y en a un qui est sorti par aussi Don Siegel, je sais plus en quelle année. Après, il y en a eu un autre par le réalisateur de La Chute, j'ai peur d'écorcher son nom. Et donc, je sais pas, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu une œuvre qui est pas mal remise. Pas mal reprise, ouais. Ouais, qui est pas mal reprise. Donc, moi, j'ai vu que la version là avec Donald Sutherland, qui est pas mal du tout. Je pense que j'aimerais bien le voir en salle, parce que c'est vraiment un film d'ambiance et j'ai vraiment pensé à pas mal de trucs, à La Mouche et à Alien en même temps. Peut-être parce qu'il y avait Veronica Cartwright aussi, et Goldblum en même temps, vu qu'ils sont en plus mari et femme dans le film. Et non, je trouvais ça intéressant en fait de mettre celui-là en premier parce que Goldblum, il a commencé sa carrière en 73 avec Nashville, mais c'était que des seconds rôles. Là aussi, c'est toujours un second rôle, mais je trouve que quand même, il y a vraiment un truc qui est intéressant, c'est que il y a des prémices qu'on voit un peu, peut-être qu'on verra quelques années plus tard dans La Mouche, et peut-être qu'on verra quelques années plus tard dans Jurassic Park aussi. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs, déjà... j'ai dit le titre en anglais, L'invasion des profanateurs, déjà c'est quand même un film qui parle quand même d'un truc corporel, un peu comme dans La Mouche quand même, où c'est les clones qui se clonent, logique, quand on dort et il y a vraiment un truc un peu dégueulasse justement avec un espèce de cocon qui arrive et qui fait naître des clones, et donc ça c'est intéressant. Et en fait je trouve que Goldblum pendant tout le film, moi j'avais pas confiance en lui, à son personnage. Il y avait un truc justement, tu dis Goldblum, vu qu'en fait il est très grand et là en plus il est maigre, enfin il est pas aussi carré que dans La Mouche. En fait il y a vraiment un truc avec son corps, son jeu d'acteur, où justement tu lui dis j'ai pas confiance en ce personnage, où c'est très bizarre comment il se comporte. Je sais pas toi ce que t'en penses sur ça. C'est vrai que sur sa façon de bouger, sur la gestuelle, il y a un truc un peu inquiétant, pas rassurant. Tu te dis, il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de. C'est ça, parce que la première, en gros, on n'a pas résumé le film vite fait. Ouais, voilà, en gros, c'est juste c'est des extraterrestres, on va dire, qui veulent envahir la Terre, et en fait, ils envahissent sous forme de cocon quand l'humain s'endort. Voilà. En gros, c'est ça. Et on va suivre Donald Sutherland qui, lui, joue un médecin et qui va essayer un peu de comprendre d'où ça vient. Et au début, c'est parce qu'il reçoit l'appel d'une femme parce que son mari, elle le trouve très, très, très bizarre. Donc, en fait, il va commencer à faire l'enquête autour de ça. Il va après rencontrer justement le personnage de Jacques, de Jeff Goldblum, qui va aussi l'aider, il tient un salon de massage, je crois, c'est ça, ouais, c'est ça, avec sa femme. Et en fait, ils vont essayer un peu déjà de comprendre et de s'échapper un peu de tous ces clones, parce que de plus en plus, il y en a. Et on va suivre Goldblum. Et la première fois où on le voit, c'est une espèce de soirée en fait, où on le voit un peu dans le fond. Et je sais pas si tu te souviens, il y a une scène où à un moment donné, il est en train de parler à Donald Sutherland. Et en fait, c'est à travers un miroir. Et en fait, dans le miroir, il est déformé déjà tout de suite en fait. Et je me suis dit, ah, ok, c'est pas anodin.
qu'il y ait ce plan-là. Donc en fait, voilà, pendant tout le film, je me suis dit, ah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Et pourquoi en fait ce film-là? Parce que, comme on disait déjà, parce que c'est un personnage déjà en plus qui est très antipathique, qui est pas forcément du côté du personnage. Enfin, il le suit, mais t'as pas confiance en lui. Et puis de voir en plus un Goldblum avec un mulet, moi ça me va. Moi ça me va parfaitement bien. Rien que pour voir Goldblum avec la coupe mulet, ouais, ça vaut le coup. Après, même ça sera même le cas dans le deuxième film, où même le mulet il est même plus accentué parce que c'est les années 80. Après, oui, c'est la grande mode, mais ce film il est vachement intéressant parce que l'invasion des profanateurs, il est vraiment le reflet d'un style de cinéma de cette époque-là. Tu sais, c'est vraiment l'époque où tu avais vraiment ce style de film-là, les invasions extraterrestres, les morts vivants, les trucs comme ça. Je crois que c'est vraiment la période où il y en a eu le plein. Plus, quoi. On en bouffait à toutes les sauces, tu vois. Et ce film-là raconte quelque chose d'un poil différent, tout en s'inscrivant dans la lignée des films des films du genre. Il y a quelque chose de très d'un peu particulier par rapport à ce film-là. J'en dis pas trop parce que le but étant que les gens de voir le film, bien sûr. Que les gens aient voir le film, qu'ils aient envie de le voir. Mais ouais, c'est un film qui est très très beau à voir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, particulièrement, en quoi ce film est intéressant pour découvrir Jeff Goldblum en particulier? Déjà parce que, comme je disais, en fait, il y a quelque chose en fait qui est très. Goldblum, il est très grand. Dans la vraie vie, il fait 1m93, un truc comme ça. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est très bizarre en fait dans sa manière de jouer, dans sa manière de paraître devant la caméra et tout ça. D'étrange. Très, très, très étrange, justement, dans ce personnage-là. C'est pas le premier film que je dirais à regarder si on veut découvrir Jeff Goldblum. Mais par contre, ça fait partie des films. Et ça fait partie quand même des films à voir si on a envie quand même d'en découvrir plus. C'est pas le premier film, bien sûr, que je dirais si on veut vraiment découvrir Jeff Goldblum. Loin de là. Mais par contre, si on a déjà vu peut-être les 2 autres films qu'on va parler, je pense que si on a vu 3-4, on peut voir celui-là sans problème. En plus, c'est pas le personnage principal. Donc en fait, c'est sûr qu'on va pas le voir tout le temps, mais il a quand même, je sais pas, peut-être qu'on le voit en tout, il a peut-être 20 minutes en tout, vraiment dans tout le film. Disséminé. Donc on le voit vraiment jusqu'à la fin du film. Donc ça, c'est pas mal. Oui, sans le voir. On le voit tout le long du film sans le voir tout le temps. C'est ça. Et puis, en fait, et puis surtout, en fait, le fait c'est voir un Jeff Goldblum qui est totalement différent, un peu du Jeff Goldblum qu'on aurait l'habitude de voir dans Jurassic Park ou un film de Wes Anderson, par exemple. C'est vraiment un peu un rôle à contre-emploi. Mais j'ai l'impression qu'il jouait beaucoup un peu ce type de rôle-là dans les années 70, avant La Mouche en tout cas. Qu'il avait vraiment un rôle un peu comme ça, ce rôle de grand personnage un peu bizarre. Voilà. Inquiétant. Ok. Transition, j'ai envie de dire toute trouvée, parce que tu dis c'était jusqu'à La Mouche. Donc c'est le deuxième film dont on va parler, ça va être ce film-là. Donc, pour rappel, l'invasion des profanateurs. Voilà, La Mouche. Et là, le prochain, voilà, c'est ça, voilà. La Mouche. Moi, c'est probablement mon film préféré et de Jeff Goldblum et de Cronenberg. Alors, je crois. En plus, je l'ai revu pour quand tu m'as dit qu'on faisait Jeff Goldblum. Je me suis dit, je vais me refaire La Mouche. C'était prévu que je me le refasse parce que je l'avais pas vu il y a très, très, très longtemps. Et oh la vache, il y aurait tellement de choses à dire sur La Mouche. Mais déjà, je crois le film, je l'ai vu beaucoup trop tôt. Ça, c'est sûr, je l'ai vu à 10 ans. Je l'avais acheté, je crois, à 10-11 ans. À peu près, je l'avais acheté à la Fnac à l'époque. On pouvait acheter des films sans qu'ils te disent mais vous paraissez jeune et tout ça. Enfin, pas l'âge. C'est ça, c'était vraiment ça. Et on m'en avait un peu parlé quand même de La Mouche. On m'avait dit, ouais, voilà, c'est un film. Bon, c'est un mec qui se transforme en mouche, c'est un peu violent. Et moi, je me suis dit, bon, vas-y, ça peut être marrant et tout. Et je pensais pas déjà, en fait, le film, il est très court. Sur ça, il fait 1h30. Et tout est dit en 1h30. Il n'y a pas besoin qu'il dure 2h, 2h20 et tout ça. En 1h30, ça c'est bien. Ça plairait à un pote à moi, toi. Ouais. Des films trop longs a du mal. Ouais, donc non, et ce film-là, c'est là, je pense, c'est le film où il est vraiment le plus mis en avant. Et là, en fait, il met en avant, je parlais tout à l'heure de son corps et de son jeu d'acteur.
Parce qu'en plus, le film, je l'ai regardé avec les commentaires de Cronenberg. Et justement, lui, Cronenberg, il avait pris Goldblum justement déjà pour son physique, parce qu'il a quand même un physique très atypique, très grand, très, très fin. Goldblum, bien sûr, s'est mis à la musculation pour ce film. Pour résumer, voilà vite fait La Mouche, parce que ça qu'on parle de film, mais sans résumer, franchement, c'est honteux. Mais écoute, je te laisse parler, je n'ose pas intervenir. Mais c'est ça, quand je suis en train de parler de tout, mais attends, j'ai pas résumé le film, donc très bizarre. Donc en gros, c'est un scientifique qui s'appelle Seth Brundle-Mouche. Et en fait, en gros, il a créé deux télépodes pour justement un peu se téléporter d'un point A à un point B dans la même pièce. Et un jour où il fait une expérience, en fait, une mouche rentre dans le télépode et le télépode, lui, comprend et surtout fusionne avec la mouche plutôt que de se dire ah, il y a un intrus, donc il y a un intrus, ok, je fusionne avec et gomme. Et le personnage va commencer petit à petit à se transformer en... Est-ce qu'on peut appeler ça une mouche ou c'est juste une créature totalement dégueulasse? Parce que vraiment, c'est pas une mouche. Hein, c'est une espèce. Enfin, en fait, c'est une espèce de mutation. En fait, en fait, l'ordinateur, lorsqu'il va, il va désassembler les molécules au moment de les rassembler. Il va mélanger les molécules de la mouche et les molécules de Jeff Goldblum. Et petit à petit, les deux ADN vont se confondre. Ça va donner une espèce de créature mutante. Voilà. Au début, ça vient pas d'un coup et au début, ça fait un peu. On pourrait croire vraiment c'est un peu comme un film de super-héros parce qu'il y a un peu tout ce truc-là. Au début, il commence en mode oh là là, dis donc, j'arrive à faire plein de trucs, j'arrive à grimper sur les murs, je suis super fort, je casse le poignet d'un mec à un bras de fer, il y a pas de problème. Le mec est beaucoup trop chaud. Et après, il commence à s'arracher les ongles. Et... Ah, mais cette scène, les ongles, les dents aussi, je crois. Oui, après à un moment donné, on voit. Il perd ses dents. Il perd ses dents et en fait c'est ça qui est vraiment intéressant. Déjà le film il faut le voir parce que c'est un bijou de science-fiction et d'horreur. Ouais, par contre, ça c'est un film qu'il faut absolument voir. S'il y en a qui ne l'ont pas vu vraiment dans tes abonnés dans les commentaires, franchement foncez voir La Mouche. Il y a tout en fait dedans. La musique de Howard Shore elle est incroyable. La mise en scène c'est Cronenberg, c'est incroyable aussi. Gina Davis et Goldblum qui étaient ensemble en plus sur le tournage. Donc en fait il y a une espèce d'alchimie en plus qui est intéressant dans le film. Quand tu les vois vraiment ensemble, tu dis oui, ils étaient ensemble à ce moment-là. Et c'est même pour ça, je crois que Cronenberg, il avait pris Gina Davis, il me semble, parce que justement, elle était avec Goldblum. Donc ça, c'est cool pour le maquillage, parce que c'est vrai qu'il en parlait aussi, je crois, que si La Mouche se refaisait aujourd'hui, forcément, il y aurait des images de synthèse, il y aurait moins de travail de maquillage. Mais le maquillage de Goldblum, par exemple, il passait plus de 8 heures par jour pour appliquer vraiment toutes les prothèses, en tout cas à la fin. En tout cas, vraiment le personnage qu'on voit à la fin, vraiment il y a ça. Non, c'est vraiment un film en fait qui est... Moi j'ai en mémoire le passage où il fait des tutos. Ah oui, avec la bouffe là. Ouais. Oui. Ouais, je me souviens en plus, c'est ça. Il est vraiment mode. Attention les enfants. Tu sais, c'est vraiment. Le mec, c'était les tutos YouTube avant l'heure, toi. C'est ça, c'est les tutos, c'est exactement ça. Et non, et le film il est incroyable. Et en plus, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu après, mais c'est la première fois où Goldblum est doublé par Richard Darbois, et ça c'est très cool. Et à chaque fois, Darbois, quand tu lui en parles, il est en mode ah ouais non, La Mouche quand même, ça reste un très très bon souvenir, parce que Goldblum en fait il a vraiment deux voix différentes, et même il a même été doué par un autre comédien qui est plus souvent, qui est Bernard Lano, la voix de Kevin Costner et Dennis Quaid. Ah oui, d'accord, ok. Donc parce que dans Independence Day par exemple c'est pas Darbois. Oui. C'est vrai, maintenant que tu le dis, oui. Et Darbois en fait il a doublé que dans peu de films, enfin peut-être 8, tandis que Lano il a doublé dans beaucoup plus de films. Dans par exemple, tous les Wes Anderson c'est Lano. D'accord, ouais, les Jurassic Park par contre c'est Darbois. Jurassic Park, Le Monde Perdu, ça c'est Darbois, c'est ça. Donc non, sur La Mouche, après qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Goldblum, sur La Mouche, déjà que en plus c'est un film où vraiment là il peut vraiment exprimer son jeu d'acteur à fond, parce que déjà il peut jouer avec son corps, parce qu'il peut faire parce que c'est lui qui fait la plupart des cascades en plus. Et en plus, son jeu aussi d'acteur au début, ce personnage qui est très 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 timide au début. Il a confiance en lui, mais pas très introverti, voire même un peu légèrement autiste en vrai, on pourrait dire ça un peu comme ça, tu vois. Et très timide avec les femmes, et puis en fait au fur et à mesure il va développer une certaine confiance grâce au pouvoir de l'amour.
Et, Et pas, non, et pas au pouvoir de la mouche. et non pas au pouvoir. C'est même étonnant, t'aies même pas fait la blague de la mèche de Cronenbourg. C'est Ah, même étonnant que tu l'aies pas faite. Les inconnus. Exactement. Donc voilà. Et non, après ce personnage, au fur et à mesure, en fait, on découvre ses faiblesses. Et qu'en fait, c'est un personnage qui est très seul, qui est très triste. Et rien que pour ça, en fait, Goldblum, je crois, il avait même gagné un Saturn Award. Et en fait, je crois en y repensant, il a jamais fait un film mieux. En tout cas, où vraiment on le voit transcender son jeu d'acteur mieux que La Mouche. Moi, j'ai pas. Ah oui, non, non, je pense pas à un autre film là où il a été mis comme ça en premier plan. Où vraiment on voit, c'est vraiment du Goldblum pur et dur, quoi. pur et dur. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Les gens, il faut absolument que vous voyiez La Mouche pour toutes les raisons que vient d'évoquer Aurel. Et puis même, on peut parler même de la réalisation de Cronenberg, Ouais. qui est enfin, pour moi, c'était un des meilleurs de réalisateurs de films comme ça, de série B. Il n'y a pas eu mieux, tu vois. C'est moi, je me souviens d'un film de lui. Je sais pas si tu as vu toi Scanner. Scanner, je l'ai vu récemment en plus, donc ouais. C'est avec Michael Ironside qui joue le rôle Ouais. du bad guy dedans. Scanner, c'est un peu un genre c'est un peu les X-Men, tu vois, c'est les gars qui ont des pouvoirs un peu C'est ça. télépathes. Et ce que j'aime beaucoup, moi, chez Cronenberg, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est c'est beaucoup de maquillage, beaucoup de travail là, sur le corps, ouais. l'esthétique. Putain, je trouve que c'est travaillé, mais d'une manière que en fait, il y a peu de réalisateurs qui travaillent comme ça, en fait, de travailler sur l'esthétique à ce point-là, sur les corps, sur Ouais. tout ça, et je trouve ça magnifique. Et donc, La Mouche, c'est un beau film fantastique, c'est un beau film d'horreur, c'est un beau film d'amour, c'est un beau film dans tous les sens du terme. Et comme tu disais, Jeff Goldblum, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est lui qui vient parfaire le truc, c'est lui, voilà, c'est lui qui porte tout le film par son jeu, par tout ce qu'il fait. Je trouve que c'est incroyable. Et en plus, donc la VF, comme tu disais, la VF qui est absolument incroyable. Voilà, je sais qu'il y a des pro VO, mais pour moi, voilà, ça fait partie des films. Tu vois, un peu comme Retour vers le futur ou des trucs comme ça. Ouais. Ça fait partie des films que je ne peux pas regarder en VO tellement la VF elle est excellente. Il y avait ça, et en plus, en vrai, ça, Goldblum, quand on l'entend en anglais, c'est vrai qu'il a quand même en plus un phrasé très 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 spécial. Et c'est vrai que c'est très plaisant de l'entendre parler, mais ce qui est cool, c'est que oui, en VF, Darbo ou Lano, ils ont arrivé un peu à avoir ce débit très 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 rapide qu'il a, parce que ça, Goldblum, il parle extrêmement rapidement avec ses comme ça. J'imite très mal le Goldblum, mais j'y arriverai. Non, tu le fais très bien, rassure-toi. Voilà. Jeff. Donc voilà, mais donc, non, la mouche, il faut c'est un must-see, comme on dit. Un must-see. Impossible de passer à côté. Voilà, comme on dit sur le YouTube cinéma. Voilà. Ça fait mal ce que je viens de dire là. Ah oui, ça fait mal. J'ai pas honte. Moi aussi, un peu quand même. Ouais, tu m'inviteras plus, c'est fini. Bon, salut, hein, c'est sympa. Salut. C'est bon. Non, donc, on a parlé de l'invasion des profanateurs, on a parlé de La Mouche, et le troisième film dont tu souhaitais parler pour évoquer la carrière de Jeff Goldblum, c'est The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Avant de commencer à nous parler du film... Oui, je vais résumer. Ah oui, bravo. On y arrive. Je vais résumer. Alors, Grand Budapest Hotel, c'est en plus, à toi, tu me donnes en plus le truc qui est le plus compliqué à résumer, Grand Budapest Hotel. Parce que c'est un film en plus qui se passe sur plusieurs périodes. C'est un mec qui raconte sur différentes périodes où il était groom dans justement ce Grand Budapest Hotel, où il a rencontré pas mal de personnes plus ou moins excentriques. Et en fait, on va suivre son parcours jusqu'à sa vieillesse, un truc comme ça, voilà. Et déjà, Wes Anderson. Faut faire une petite parenthèse Wes Anderson, parce que là, il y a
y a pas trop de choix. Bah, Wes Anderson, en fait, le Grand Budapest Hotel, je trouve que c'est déjà un des meilleurs Anderson. Je trouve qu'il a pas fait mieux depuis. Friend Dispatch, que je n'ai pas vu encore, j'ai vu les gens qui ont été un peu déçus. Donc, j'avoue que ça m'a un peu refroidi. Mais non, Grand Budapest, bah, c'est un film qui est très cool. Parce qu'en fait, Wes Anderson, c'est un réal qui, lui, il va déjà beaucoup utiliser beaucoup de miniatures. Donc, c'est vraiment un personnage qui est très minimaliste et surtout très... comment dire, maniaque, ouais, on peut dire maniaque du détail, quand on voit la plupart de ces plans qui sont très cadrés, qui sont très millimétrés. Donc ça, c'est très cool. Et surtout, Wes Anderson, en fait, c'est un réal qui laisse beaucoup de part aux acteurs, en fait. C'est un gars, il a un casting à chaque fois dans ses films. Même pas Grand Budapest, même Friend Dispatch que j'ai pas vu. Quand on voit le casting, c'est incroyable. Casting incroyable. C'est ça. Et en plus, un réalisateur, visuellement, c'est magnifique. Que ce soit ses films live et ses films d'animation, L'île aux chiens, qui en plus Goldblum a doublé dans L'île aux chiens, donc ça fait une petite parenthèse. L'île aux chiens et Fantastic Mr. Fox, qui sont très très bons. Déjà, si dans tes abonnés ou les gens, vous n'avez pas vu les films de Wes Anderson, en tout cas faut voir au moins Grand Budapest Hotel et les 2 films d'animation. Après, j'aime beaucoup La vie aquatique où il est dedans. Je voulais le prendre au début, mais je me suis dit, ah non, quand même, Goldblum dans Grand Budapest, il a un personnage qui est intéressant. Il joue un espèce d'avocat. Parce que en gros, dans Grand Budapest Hotel, le personnage du Groom Boy, je sais plus comment ça se dit, du Lobby Boy, pardon. Du Lobby Boy, il est, on va dire, il y a un meurtre qu'il faut essayer de résoudre. Et le fait, le personnage de Goldblum, lui, c'est un espèce de notaire qui, en fait, on le voit pas beaucoup dans le film parce qu'il lui arrive quelques petites péripéties, on va dire. Mais comment en fait il est mis en avant, ça fait un peu comme dans Body Snatcher, les invasions là. C'est un personnage que là c'est un peu aux antipodes de ce qu'il peut jouer. Il joue un personnage, comme tu disais tout à l'heure, qui est très froid, qui est très grand, très droit, très froid. Et il joue ce personnage antipathique. Clairement, Goldblum, il est pas très très sympathique. Ce qui peut lui arriver, ces différentes péripéties, c'est un peu jouissif et c'est très très drôle. En fait, c'est vraiment traité un peu sous forme un peu de cartoon. Et c'est vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que justement, en fait, on le voit peu, mais on s'en souvient. On s'en souvient de ce qui lui arrive. Tu te souviens un peu du Grand Budapest que tu as dû voir Non, je l'ai pas. En fait, je l'ai pas revu pour la vidéo et je l'ai pas revu depuis un petit moment. Ouais, d'accord. En gros, voilà, dans ce qui lui arrive, en fait, c'est ça. C'est comme tu disais, c'est assez jouissif, mais on a quand même un tout petit peu de peine, juste parce que c'est Goldblum. On se dit, ok, Goldblum, il est là, son personnage est là. En fait, c'est un peu comme un film choral, un peu. Chaque personnage a un peu son petit moment à lui. Et après, quand même, on revient à l'intrigue principale. C'est-à-dire, l'intrigue de Goldblum, elle doit peut-être faire 10-20 minutes en tout dans le film. Après, hop, on passe à autre chose. Mais quand même, cette scène-là, on s'en souvient. Et juste pour se dire, pourquoi regarder Grand Budapest Hotel ? Juste déjà, en vrai, pour sa prestation qu'on voit peu, mais qui est quand même très, très, très marquante et très sympa à voir. Et puis, déjà, juste pour le film, en plus, qui est très cool. Grand Budapest, le film, ouais, je me rappelle que le film est excellent, mais il y a énormément d'acteurs. Énormément de gros noms. Oui. T'as des Bill Murray, des Edward Norton, des Owen Wilson, attends, je suis sûr que... Attends. Ouais, non, mais le pire, c'est ça qui est marrant avec Wes Anderson, c'est que limite, l'affiche, t'as plus de place... T'as tous les noms, et après, t'as l'affiche visuelle du film. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, Ralph Fiennes, F. Murray Abraham. Voilà, c'est ça. Ouais, tout le monde. Il y a trop de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a un trait de casting énorme avec puis que des acteurs, que des pointures. C'est pas genre, c'est Benoît Lupin. Que tu connais pas, toi. C'est pas des noms inconnus. Non, c'est un mec qui était au collège avec moi, donc. Ah bah non, mais si, Benoît Messi avec en 5ème B. Oui, je m'en souviens. Exactement. C'est ça, ouais, je veux dire, c'est que c'est pas des noms sortis de nulle part. À chaque fois, toi, c'est comme tu dis, c'est Ralph Fiennes, c'est Edward Norton, c'est Bill Murray, c'est Jeff Goldblum, Tilda Swinton, c'est ça.
Voilà, c'est que à chaque fois des gros noms. Le truc, c'est un Avengers à lui tout seul, quoi. Non, mais c'est exactement c'est ça. le Et casting. le pire, c'est que il pourrait avoir une espèce de Wes Anderson Cinematic Universe, en vrai, si on y repense. Parce qu'il y a plein de thèmes en plus qui se recollent. Le thème un peu du deuil, le thème de la famille, quand même, qui est très important chez Wes Anderson. Voilà, il y en aurait même. Il y a d'autres. beaucoup la solitude malgré la multitude. C'est ça, mais c'est surtout, ouais, en fait, c'est la mort qui est un peu mise de côté très comique. Là, je trouve la mort, c'est un peu traité de manière assez pas sérieuse en tout cas. Ouais, en autodérision, voilà, c'est ça, autodérision. Et c'est ça qui est pas mal, donc justement, sans vraiment spoiler ce qui arrive à notre Jeff. Non, vraiment, en plus, c'est une scène qui est assez emblématique en vrai du film quand même. Enfin, moi, quand je l'ai vu, j'étais en mode d'accord, je peux comprendre pourquoi déjà le film est culte, parce que toutes les scènes en vrai sont assez cultes, mais et chaque personnage a un peu son moment de bravoure en fait dans le film. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai préféré le prendre lui. J'aurais pu prendre L'île aux chiens par exemple, où il double un chien en doublage. Et ce qui est pas mal parce qu'en plus, c'est vrai que Goldblum, on n'en parle pas trop, mais il a fait aussi des films d'animation. Mais vu que la plupart des films d'animation, je les regarde en VF, moi ça m'intéresse pas forcément de voir la prestation. Par exemple, il était dans le Prince d'Égypte. Il faisait qui dans le Prince d'Égypte? Il fait Aaron, je crois, dans le Prince d'Égypte. C'est un. D'accord, le frère de Moïse. C'est ça. Le frère de Moïse, c'est ça, et il me semble que c'est lui. Attends, je vais vérifier tout de suite. Si. Si, il fait lui, c'est le frère de Moïse. Oui, c'est ça. Mais je veux vérifier vraiment si c'est Aaron. Mais normalement, c'est lui. Prince d'Égypte. C'est ça. C'est ça, il fait Aaron. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que là, ils ont mis sa voix officielle, donc Bernard Lano, qui est sa voix française dans Le Prince d'Égypte. D'accord. Donc ouais, non, il en a fait quelques-uns de films d'animation. Et puis les documentaires pour National Geographic aussi. National Geographic, et aussi, si on parlait aussi de séries, il y a la série sur Disney+, Le Monde selon Jeff Goldblum. J'ai vu que la saison 1 pour l'instant, où c'est clairement le truc où en fait, c'est tellement devenu un mème, comme je disais tout à l'heure, tellement devenu un... Quand on va voir un film de Goldblum, en fait, on s'attend surtout à voir du Goldblum qui fait n'importe quoi, qui a des gestuels très bizarres, très sensuels, improbables. Enfin, c'est vraiment une personne qui est dans un autre monde. Et je crois même que c'est même plus accentué aujourd'hui. Maintenant, il a sa marque déposée, il en joue avec ça. Il en joue de ouf. Quand il était venu une fois à Paris, il y a 2 ans, pour un festival, il avait fait une masterclass. Sa masterclass, c'était incroyable parce que vraiment le mec il fait n'importe quoi. Il répond à côté, où il fait ce qu'il veut. Il est en mode ouais. Enfin, il est vraiment en mode ouais, comme ça. Enfin, en fait, c'est Ian Malcolm dans la vraie vie de Jurassic Park. C'est vraiment Ian Malcolm en fait. C'est un truc de ouf. Limite, tu vois, il aurait pu faire la théorie du chaos à la présentatrice. C'est exactement ça. D'accord. Donc non, c'est cool. Et pour revenir sur Grand Budapest, il faut le voir. Il faut le voir parce que, en fait, rien que pour tous les acteurs. Là, j'avoue que ça serait une petite parenthèse. En fait, ça sera une petite parenthèse, mais vraiment pour tous les acteurs. Et comme on le disait, en fait, chaque acteur, il a son moment à lui. Et c'est un peu le truc de ces films chorales, un petit peu qu'on appelle ça, où t'as plein de grands noms qui se... C'est un peu comme je pense à... Pulp Fiction, tu vois. Ouais, Pulp Fiction, Magnolia, tous ces trucs-là, ouais. Toi, tous les films comme ça où t'as un casting de malade, où chacun a son petit... son petit arc privé à l'intérieur d'un grand film qui raconte une grande chose. Et ça fait partie de ces grands films là, quoi. Ça fait partie de ces. Ouais, je suis totalement d'accord. Et justement, je t'avais demandé ça dans un message sur Insta. Je t'avais dit, est-ce que franchement, on pourrait pas mettre un bonus parce que c'est 3 films. Mais évidemment, parce qu'en fait, il y en a un. Il y en a un, et là, les gens dans les commentaires, peut-être vont dire, mais attendez, vous n'avez pas parlé de ça, Mais on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. On n'arrête pas d'en parler, mais voilà, juste. Est-ce qu'il faut parler quand même de ce petit film qui est Le Monde Perdu? Je connais pas, jamais vu. C'est quoi? Ça parle de quoi? Est-ce qu'il faut que je résume là? En fait, c'est un scientifique. En fait, c'est un vieux monsieur en fait qui veut faire des dinosaures, et en fait, il ramène des gens dans son parc et ils meurent tous. Voilà. J'ai dépensé sans compter.
Exactement. Et bah voilà, non, mais en vrai, en fait, Goldblum, je pense qu'il a surtout été mis en avant et on l'a vraiment connu à partir de Jurassic Park. Je pense pour vraiment, bah, plus ceux de ma génération, je Ouais, pense. peut-être, ouais. Ouais, Peut-être, peut-être plus ouais, parce vraiment ceux de ma génération, parce que qu'avant, oui, c'est ça, comme tu disais, c'était un acteur qui était un acteur de second rôle ou la mouche, qu'on se ah, souvenait beaucoup. pour moi, c'était la mouche, tu vois. C'était la mouche, mais c'est vrai que Mm. de toute façon, quand tu vois même le casting de Jurassic Park de base, c'est pas des gens qui étaient très connus aux yeux du grand public. C'était un public qui était Ouais. niche. Laura Dern, elle avait joué chez Lynch. Sam Neill, il avait joué, Sam Neill, mais il avait joué dans La Leçon de piano, il avait joué Possession, tout ça. Mais voilà, c'était pas un acteur qui était bankable, ou en tout cas qui était très en avant des années 90. Donc c'est vrai que quand tu vois ce casting arriver de Jurassic Park, tu te dis, ah ouais, ok, c'est des têtes que bah moi j'avais jamais vues. Et que bah, qui sont marquantes de ouf aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avoue, tu me mets un Jurassic Park, d'où en plus pourquoi j'irai voir le Dominion, parce que bah, ils reviennent. Parce que c'est des gens qui m'ont accompagné. là, ça va être ton No Way Home à toi, là. Ça va être mon No Way Home en mieux réalisé, en tout cas, j'espère. Si... parce que, ouais, non, parce que on va pas revenir sur No Way Home, que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, là, beaucoup de gens retournent un peu leur veste. Petite parenthèse No Way Home, beaucoup de gens retournent leur veste sur No Way Home, mais ils oublient quand même l'ambiance qu'il y avait en salle, l'attente qu'il y avait. Oui, le film, il est pas bon, visuellement, enfin, en mise en scène, Non, mais c'est tourné avec les pieds, quoi. ah, Le mais film, après, c'est ce qu'on a dit. mais qu'est-ce qu'il Mais est en bon, je termes veux dire, d'émotion et en termes de trucs, bien moi, sûr, c'est une des plus belles séances que j'ai vues de ma vie. ah, bien sûr. En termes de Et ressenti, en termes de spectacle et tout, c'est le genre de film que tu vis pas ça dans chaque séance de ah cinéma. bah, c'est sûr. Et bah, le fait, ouais, il y a eu l'attente, comme on en parlait, il y avait le avant, le pendant, le après. Enfin voilà, faut pas retourner sa veste trop rapidement. Donc oui, je pense que le Dominion, il y aura quand même un truc en plus, parce que c'est vrai que bah, Jurassic Park, c'est comme une saga qui m'est très chère. Et en plus, c'est la Mhm. fin. C'est-à-dire que vraiment, ça finit là. Et bah, le fait bah, de revoir en plus bah, Goldblum qui va interagir avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ça va être incroyable. Ça Ça risque va être d'être vraiment incroyable. incroyable. Si en plus il garde vraiment un peu son arc de personnage très cynique, qui balance des punchlines à chaque fois, plus un peu comme dans Le Monde Perdu, ça peut être Ouais. vraiment, vraiment, vraiment très cool. Mais non, non, pour revenir sur Jurassic Park, on avait parlé un peu au début, non, en fait, ça reste un peu un personnage. J'avais vu, mais il y a longtemps sur une critique, je crois que c'est le Nostalgia Critique qui en parlait, donc là vraiment je parle de trucs il y a très très longtemps, qui disait qu'en fait, bah, Goldblum, après ce rôle-là, il s'est beaucoup enfermé dans ce type de rôle-là. En fait, et ça, Mhm. je suis un peu d'accord parce que bah, tu parlais d'Independence Day tout à l'heure, c'est vrai que ce mec un peu excentrique, qui balance quand même beaucoup de punchlines, qui est très charismatique, bah, c'est le personnage un peu de Ian Ian Malcolm. Malcolm. Ian Malcolm, dans le bouquin, il n'est pas aussi mis en avant, Ian Malcolm. En tout cas, c'est pas le personnage de Goldblum. Goldblum, il a réussi à lui apporter son caractère, son charisme, le rire de Malcolm, quoi, tout simplement. Le rire de Goldblum qui est devenu un remix, un mème, tout ça. Enfin, je pense que c'est vraiment Jurassic Park, vu qu'en plus c'est un film de pop culture, qui est rentré dans la culture Ah bah, populaire, que ouais. bah voilà, c'est le film où il y a eu le plus de mèmes. Enfin, tu sais, le mème bah, tout simplement de Goldblum qui est torse nu. J'ai jamais compris ce plan-là, mais c'est dans le film. C'est dans le film et le Pourquoi? nombre de mèmes qu'il y a dessus, c'est incroyable. Non, Donc, puis c'est un gros tas de merde. c'est vraiment un gros tas de merde. Non, non, et bah, Je le chaque mettrai de toute réplique. façon, je le mettrai en vidéo. Ah, mais ça, il faut. Enfin, tu es obligé de mettre son rire, mais que ça soit même en VF ou en VO, tu vois. Là, en plus, c'est Darbois Ouais. qui le refait, qui le reprend en VF, et c'est incroyable. Enfin, Darbois, ce qu'il fait sur Goldblum, c'est ouf. Goldblum en VO, forcément, c'est très très bon. Et c'est vrai que Darbois, il a vraiment apporté ce truc en plus qui fait que Goldblum, on s'en souvient beaucoup plus. C'est le Bah, personnage le plus. Ouais, c'est le personnage comme le plus drôle du film. j'allais dire comme Poivet avec Bruce Willis, tu vois. Exactement, il a apporté ce truc-là, que ça soit même Dorval sur Stallone. Bon, Stallone, c'est Sur pas Stallone. forcément un acteur qui est drôle. Il a fait des comédies, tout ça, mais c'est vrai que Stallone est quand même plus connu voilà, pour ça. Mais Dorval lui a apporté quand même C'est marrant ce. parce que Ouais. dans Demolition Man, c'est pas Dorval Oui, qui double. c'est Darbois. C'est Darbois. Et là, justement, il lance des punchlines et c'est vachement marrant, tu vois. Et ouais, et le pire, c'est Et que, ça le en fait. fait, je pense que ça aurait été Dorval sur. Ça aurait pas Eh donné ben, le même ça aurait truc. été, ça aurait été moins drôle. Ça aurait été Ouais, clairement moins drôle sur Demolition Man. complètement Ça, je suis d'accord. totalement d'accord. Donc, et même en plus, bah, t'en parles à Darbois, je pense, de Demolition Man. Lui, il adore. Il adore cette période où il a doublé Stallone, quoi. Même si, bon, Dorval restera quand même.
dans mon cœur pour Stallone, forcément. Mais on peut pas s'empêcher de parler de VF, hein, une fois qu'on fait de vidéo, c'est incroyable, hein, je peux pas m'en empêcher. Ça. Oui, parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, pour s'il y en a qui, des fois, vivraient sur une autre planète et ne connaîtraient pas Red Peg. Figure-toi que j'en parle très souvent, je parle très souvent de toi, parce que j'aime beaucoup les interviews que tu fais. Je fais une parenthèse, toi, c'est la parenthèse, où tu reçois énormément de monde. Il faut dire que tu as reçu quand même énormément de monde en interview. Tu as reçu, là dernièrement, c'était Damien Witeka et Christophe Lemoine. Voilà, donc qui sont respectivement... alors, c'est pas Brad Pitt, Leonardo DiCaprio anciennement et Ouais. Tobey Maguire. Ouais. Et l'autre, c'est la voix de Jonah Hill. C'est Jonah Hill, c'est Cartman, c'est Sam dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Butters dans South Park aussi. Enfin voilà, non, c'est deux grands noms, on va dire, du doublage. T'as reçu, moi, la première vidéo que j'ai vue de toi, c'était l'interview de David Kruger. Ah ouais, bah ça, la fameuse. La première, l'interview de David Kruger, qui était excellente. Donc David Kruger, qui est la VF de Chris Pratt, de Dwayne Johnson, notamment. Hein, il en fait également d'autres. Je t'avais vu aussi. Putain, en vrai, je les ai. Ah, il y en aurait Il y en a que tu as fait en live. Il y en a beaucoup que j'ai regardé en live. Ouais. Une que j'ai bien aimée, c'était celle qui faisait Megara. Oui, Mimi fait, ouais. D'ailleurs, du coup, à cause de cette vidéo-là, je me suis re-regardé Hercule et non, mais c'est pas dire, à chaque fois que je regarde, parce que moi je suis ce que je dis souvent, tu vois, moi j'ai grandi dans les années 80-90 avec la VHS, et sur la VHS, tu n'avais pas le choix de changer la langue. En fait, c'est quand tu as une habitude, c'est hyper compliqué de l'enlever. Pour moi, les films, je les regarde en VF. Et pas que je n'aime pas les regarder en VO, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas mon premier réflexe. Et je suis attaché à la VF. Et de voir les comédiens, parce qu'ils font un travail de fou, et de voir les comédiens pareil, mais c'est pas intéressant, c'est passionnant de les voir, la manière qu'ils ont d'expliquer, leur façon de travailler, parce qu'en plus, ils n'ont pas tous les mêmes façons. Bref, chaque interview que tu as fait, à chaque fois, c'est passionnant. Et voilà, donc allez voir les vidéos d'Aurel, qui fait beaucoup de live. Ah l'enfoiré. Il fallait que je la fasse. Je cherche depuis tout à l'heure, comment la placer. Oh non. Mais et ça, tu sais quoi, t'es obligé de la mettre. C'est le truc que t'es obligé de mettre au début de ta vidéo. Là, t'es obligé là. Oh non. Oh le mec, il m'a eu. Oh l'enfoiré. Ouais. Non, il y avait des vidéos. Moi, tu sais, j'aimais bien tes petites vidéos confinement que tu faisais. Ah ouais, oui, ça, pendant le confinement, tu faisais le petit récap des vidéos vues pendant le confinement. Récap en mode podcast, mais c'est ça. Alors, ça tombe bien, on n'est plus en confinement, heureusement. Mais peut-être un jour, je ferai le déconfinement. En plus, je voulais faire le déconfinement, les films que je voyais à la sortie du confinement, mais ça me prenait beaucoup trop de temps. Mais non, il y a plein de trucs. C'est comme La Belle au bois dormant du pauvre que j'avais fait il y a très 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 longtemps. J'aimerais bien refaire. C'était avec les dessins animés là, où c'était présenté par Carlos. Je me rappelle. Non, ça, il y a des trucs que j'aimerais bien refaire, mais le temps, l'envie, le YouTube Game, qu'on les embrasse. Et voilà quoi. Du love. donc non, voilà, mais merci en tout cas. Ça me touche beaucoup. Merci. Non, il n'y a pas de quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi. Et donc voilà. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose sur Jeff Goldblum, parce qu'on a dit, on faisait la petite partie bonus où on a parlé de Jurassic Park. Est-ce qu'il y en aurait un autre? Tiens, moi, alors avant de dire ça, je voulais juste revenir vite fait parce que j'y ai pensé tout à l'heure, ça me sortit de la tête et ça va y revenir. Ce côté scientifique un peu rock'n'roll. Tu vois, c'est quelque chose qu'on retrouve, mais c'est pas lui qui le joue, mais c'est dans un film dans lequel lui il joue. Enfin, c'est compliqué. Okay. C'était Buckaroo Banzai au travers la 8e dimension, donc un film dans lequel joue Jeff Goldblum. Et là, le rôle principal, c'est donc Peter Wellers. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'était le gars qui jouait à l'origine Robocop. Et lui, il joue donc un astrophysicien, chercheur, machin truc, et star d'un groupe de rock'n'roll. Et en fait, il y avait déjà ce côté, tu sais,
le scientifique, parce que c'est toute une bande de scientifiques qui font également partie d'un groupe de rock. Et je trouvais ça marrant, en fait, quand on l'a revu dans Jurassic Park, parce que c'était complètement décalé. D'ailleurs, si vous avez jamais vu Buckaroo Banzai, allez voir ce film-là, parce que je crois qu'on en a déjà parlé avec Morgane en plus, mais c'est cultissime. Et sans ce film-là, en fait, il n'y aurait pas Retour vers le futur. Mais franchement, allez voir, c'est complètement décalé, complètement barré. Mais voilà, faut pas regarder ça au premier degré, hein, faut voir au deuxième, ça tombe bien parce que quatrième degré. Ça tombe bien que tu parles de ça. C'est que justement, pour revenir à Jurassic Park, mais en même temps, ça fera la même parenthèse, enfin, la même ressemblance. C'est qu'à un moment donné, tu sais, John Hammond, quand ils sont dans l'hélicoptère, c'est vrai que t'as un truc un peu méta quand même qui dit, parce que t'as Laura Dern, t'as Sam Neill, qui sont, on va dire, ça, des acteurs très talentueux, et t'as Goldblum qui arrive, qui commence à faire son rire, qui drague Laura Dern, et il dit, vous m'amenez des talents, enfin, moi, je vous amène des talents, vous m'amenez une star du rock. En fait, c'est très bizarre, parce que, là, en y repensant, ce que tu viens de dire, c'est très méta, en fait. Soit c'est Spielberg, qui est en mode, bon, je vous ramène Goldblum un peu pour le côté vraiment très déjanté, mais je vous ramène quand même Sam Neill, qui vient du cinéma indépendant, et Laura Dern, qui vient de chez David Lynch. C'est ça. Et vous me ramenez Jeff Goldblum, quoi. T'es en mode, les gars, quand même, vous abusez, quoi. Mais c'est vrai que Goldblum, après, porte Jurassic Park pas lui tout seul, parce que t'as quand même les trois autres. Mais c'est un gros équilibre pour pas que ça plonge dans le drama le plus total. C'est lui qui vient équilibrer le truc et qui vient désamorcer, c'est ça. Mais de manière intelligente. Suivez mon regard. C'est toujours ça, et même quand il dit quand les Pirates des Caraïbes se détraquent, ils ne dévorent pas les touristes. Voilà, tous ces trucs là, voilà, c'est encore une punchline à la Goldblum, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est là où Goldblum il a vraiment eu son style de Jeff Goldblum qu'il a aujourd'hui, parce que je sais pas si tu te souviens, là il y avait un film qui était sorti en 2001, mais ça date, ceux de ma génération peut-être, même la tienne ils s'en souviennent un petit peu, mais Comme Chien et Chat. Où il joue un scientifique fou encore. Où il joue, c'est pour les gosses, mais c'est grave drôle. Et moi, je me souviens de l'avoir vu en mode il y a le gars de Jurassic Park. Quand j'avais vu en italien, c'est ok. Il y a le gars de Jurassic Park et son rôle, il est mineur. Mais c'est très drôle, je tente de le revoir un peu là-dedans dans cette espèce de production. C'est Warner, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est possible. Mais je crois que je dois l'avoir quelque part par là. On l'a tous eu en DVD dans un cache pas très très cher. Ouais, ou un cache, ou tu sais, en cadeau à la station essence quand tu mettais le plein. Exactement. Ça, un truc comme ça. C'est sûr et certain. Mais non, il y aura, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça, en fait, il y aurait beaucoup de films, parce que Goldblum, il a fait beaucoup de films depuis les années 70. Des films où il a eu des fois un petit rôle, des fois un rôle un peu plus important. Après, il a eu un autre rôle moins important. Donc, c'est vrai que franchement, en prendre vraiment 3 pour vraiment en parler, dire trucs comme ça, en vrai, il y en aurait vraiment 2 qu'on se souvient tous et que tout le public connaît. Mais c'est se dire, ok, donc Jeff Goldblum, c'est lui, c'est ce scientifique fou de Jurassic Park qui est devenu un peu un mème. Et c'est pas juste, voilà, ce mec qu'on voit sur une tête d'oreiller. Magnifique. Allez, franchement, ça vaudrait quasi une miniature. Juste un truc comme ça. Et le pire, c'est qu'en fait, cette tête d'oreiller-là, en fait, c'est pas une tête d'oreiller, ce coussin-là, quand tu passes ta main dessus, tu vois, en fait, tu peux le recouvrir totalement. Ouais. Ça. Ils ont fait le truc, et pareil avec Nicolas Cage. Genre, hop, tu passes ta main comme ça. Je passe ma main sur du Goldblum. C'est très bizarre. Tu vois, c'est comme ça. Et après, tac. Et hop, tu fais apparaître le Jeff. On fait apparaître le Jeff. Et là, voilà, c'est le Jeff incroyable. Genre... voilà. On peut ça. Voilà, tu vois, en vrai, la vidéo, elle peut juste être comme ça. Elle est résumée à ça, tu vois. Voilà, elle est résumée à ça, juste ça, voilà. Abonnez-vous. Ok, eh ben écoute, mon petit Torel, est-ce que tu avais un autre film vite fait comme ça qui te vient en tête? Là, parce qu'on a parlé quand même de pas mal de films. Mine de rien, on a dit 3 films, mais on en a cité au moins 12. Si son petit rôle qu'il a eu, pareil, ça serait plus un peu pour la plus jeune génération. Dans Thor Ragnarok, qu'on va peut-être revoir par la suite, mais t'aimes pas Thor Ragnarok, c'est ça? Là, je n'entends rien. T'aimes pas? Alors, Thor Ragnarok, non. Je déteste Thor Ragnarok. Ah, ok, faudra qu'on en parle alors. Non, je n'aime pas du tout Thor Ragnarok. D'accord, okay. Mais pas pour des soucis de réalisation, parce que le film est en lui-même, le film est magnifique. C'est en termes
termes de respect de personnage, tu vois. Oui, je vois. Oui, mais d'accord. Oui, je vois ce que vous voulez dire, monsieur. Je vois ce que vous voulez dire, mais Voilà. je veux dire, par rapport à Thor 1, Thor 2, on en discutera. On en discutera. On va en discuter parce que je sens que ça va être intéressant. Ouais. Mais d'accord, ok. Mais en tout cas, voilà, dans Thor Ragnarok, il est vachement bien. Voilà, point, c'est tout. Voilà, le Grand Master. Ouais, une espèce de pervers qui fait des qui fait des orgies dans sa navette spatiale, tout ça. C'est ça. Mais non, sinon, attends, s'il y aurait un autre rôle, bah, en vrai, je pense qu'on a hâte, voilà, du Jurassic World Dominion qui sort là en juin. On a hâte que ça sorte. On a hâte que ça sorte et on verra ce qu'il en est, quoi. Non, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de venir là discuter un petit peu du Goldblum toujours. Discuter un peu du Jeff. Voilà. Merci beaucoup, Aurel, merci à toi d'avoir accepté de venir en discuter. Je rappelle à tout le monde que les liens de la chaîne de Aurel seront dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à aller voir ses vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. N'oubliez pas également, si ce n'est pas le cas, de vous abonner à celle-ci de chaîne, tant qu'à faire. De lâcher un petit like. C'est un truc de ouf. Enfin, là, c'est quoi, c'est à mon tour de faire une petite parenthèse là sur quand même, ta chaîne. Enfin, en vrai, je sais pas, tu l'as ouvert quand? Il y a un an et demi, ta chaîne? Il n'y a pas un an. Il y a moins d'un an. Enfin, en vrai. Ouais. En vrai, là, t'as quoi? T'as 800. Enfin, déjà, tu mériterais. Mais t'as tellement plus. Mais par rapport même à ce que tu fais, enfin, t'es vachement. Comment dire? Tu sors des vidéos tout le temps. C'est pertinent. C'est très cool. C'est des concepts qu'on voit pas forcément, ou en tout cas qui sont assez inédits. Donc, en vrai, non, ta chaîne, enfin, c'est trop cool. Depuis que tu as ouvert ta chaîne, enfin, franchement, je suis trop refait. Enfin, c'est vraiment trop cool. Vraiment, je te dis vraiment tous mes compliments pour la suite. Non, mais c'est vrai, je suis désolé. Attends, tu dis des compliments, c'est à mon tour, là. Et il y a certaines personnes sur YouTube qui ont beaucoup d'abonnés qui ne les méritent pas. Et toi, tu ne mérites pas le nombre d'abonnés que tu as là. Tu mériterais beaucoup plus. Voilà, c'est dit. C'est dit. Je prends. Merci, ça fait extrêmement plaisir. Et bah, ça vient de là. Attends, le cœur, il est là ou là? Là. Le mec, il sait plus. Enfin, quelque part par là, ça vient de là. Voilà, si c'est quelque part par là, en tout cas, ça fait mal. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, une nouvelle fois, merci à toi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller checker un petit peu ce qui se passe. On se retrouve très prochainement. Voilà, comme l'a dit Aurel, on essaye de proposer des choses un petit peu différentes. Voilà, de faire. Voilà. Bientôt, il va y avoir le retour des vlogs qui vont revenir aussi, les vlogs en salle. Donc, ça va être. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Et donc voilà, restez à l'affût. N'oubliez pas, donc, comme j'ai dit, de vous abonner à la chaîne d'Aurel qui est là. Et à sa chaîne à lui, là. Moi aussi. Enfin, activez la cloche pour être au courant quand il y a des vidéos qui vont sortir. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao. Oui, salut tout le monde.